continuer avec on change un petit peu de... On n'est plus en chirurgie thoracique ici. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc le docteur Béatrice Paquier. Je suis anesthésiste de formation. J'ai travaillé une vingtaine d'années dans les hôpitaux, plutôt en chirurgie cardiaque et en cancérologie. Et depuis plus de 10 ans, j'ai ouvert une consultation d'acupuncture, d'auriculo, d'hypnose, et j'ai quitté les blocs opératoires. Je suis retournée à l'hôpital pour intégrer la consultation de douleurs chroniques aux Hospices civils de Lyon, dans le département du professeur Aubrun, à l'hôpital de la Croix-Rousse. C'est dans ce cadre-là que je vous présente aujourd'hui un travail qui a été fait en auriculothérapie dans le cadre de la prémédication des césariennes programmées. Pourquoi il ne le reconnaît pas? On va passer... Ouais, mais du coup, je ne serai pas devant le micro. Hein, sinon... non, il ne la reconnaît plus, là, c'est pour ça. Parce qu'elle n'est pas connectée, elle n'est pas branchée. Ah, c'est ça que j'ai enlevé. Tiens, il a là. Il a là. Je vais donner un petit coup. Ouais, ça marche. Remets la deuxième. J'en profite pour un petit coup. Ok, merci. Merci Pierre. Donc, l'idée, c'était d'introduire une technique non médicamenteuse chez ces patients d'obstétrique qui arrivent au bloc opératoire le matin non prémédiqués. Pourquoi donc l'auriculothérapie? Elle est simple à utiliser au bloc opératoire et rapide. Le but aussi de ce protocole, c'était d'évaluer ses résultats sur les échelles visuelles analogiques d'anxiété. Et on a utilisé un moniteur dont on dispose au bloc opératoire depuis quelques années, qui est l'ANI, ou l'Analgesia Nociception Index, qui est un moniteur de la variabilité de la fréquence cardiaque dont on a parlé ce matin, mais pas un moniteur qui enregistre a posteriori qui analyse a posteriori les patients, mais un moniteur qui analyse en direct la variabilité. Voilà, c'est le moniteur de Physiodoloris. Donc, c'est un appareil de mesure continue, non invasive de l'activité du tonus parasympathique par l'activité de la variabilité de cet espace RR au niveau de l'électrocardiogramme et cet espace RR qui varie en fonction du cycle respiratoire. Sous anesthésie générale, cette ANI est un bon indicateur des changements du système parasympathique liés à un stimulus nociceptif. Chez le sujet éveillé, cette ANI va évaluer les variations de ce tonus du parasympathique, liées soit à une douleur, soit à un stress émotionnel. Et donc, mince, hop, je me suis trompée. Non, c'est avant. Voilà. Donc, cet indice, en cas de confort, de parasympathique active au maximum, est entre 90 et 100. Dès qu'il franchit la barre des 60, le patient a une douleur aiguë ou subit un stress psychologique. Voilà, donc ça c'était pour vous rappeler la variabilité, l'importance de cette variabilité de la fréquence cardiaque dont le professeur Bonaz vous a parlé ce matin. Cet équilibre sympathique-parasympathique des branches du système nerveux autonome qui est majeur pour notre état et d'homéostasie. Donc cette variabilité, elle se calcule à partir de l'espace RR, elle reflète l'activité du système nerveux autonome et elle varie en fonction soit des stimuli internes, soit des stimuli externes. Donc la respiration peut modifier cette variabilité. En expiration, on active le sympathique, en inspiration, on active le parasympathique. La thermorégulation, le système rénine-angiotensine, la pression artérielle, le débit cardiaque. Les facteurs externes, les stimuli externes vont impacter cette variabilité de la fréquence cardiaque, les réactions émotionnelles, psychologiques, physiques au stress ou inversement au calme où on va pouvoir monter le parasympathique. On sait aujourd'hui que cette variabilité de la fréquence cardiaque, elle est associée lorsqu'elle est basse, lorsque les patients ont un système nerveux autonome peu variable, c'est associé à une augmentation de la morbidité et de la mortalité. Et que ce soit au niveau physiopathologique comme des atteintes psychologiques. On l'a vu ce matin, Bruno Bonaz nous l'a vraiment montré, le rôle du système vagal dans la régulation des processus centraux, cognitifs et affectifs.
C'est donc avoir une bonne variabilité de la fréquence cardiaque, c'est avoir un bon facteur d'adaptabilité, de flexibilité, et donc qui témoigne d'une bonne synchronisation de cet équilibre sympathique et parasympathique. Lorsque cette variabilité chute, c'est alors un marqueur de risque cardiométabolique qui a déjà été validé en santé publique. Alors là, c'était pour vous montrer, et Bruno Bonaz en a parlé ce matin, la majorité des appareils dans les études, on branche les patients et on analyse le recueil de données a posteriori. Et effectivement, il y a une analyse temporelle de la variabilité de la fréquence cardiaque sur 24 heures et une analyse spectrale. Et on utilise les systèmes de Fourier pour distinguer les différentes bandes de fréquences. L'intérêt de l'ANI, c'est qu'on va avoir une analyse en continu, non invasive, parce que l'ANI s'affranchit des basses fréquences, où il y a ici un mélange du sympathique et du parasympathique, pour n'intégrer et ne donner que les hautes fréquences qui sont un marqueur direct de l'activité du parasympathique. Il y a plusieurs études qui sont sorties avec ces variations monitorées par l'ANI chez des sujets exposés à un stress psychologique. Cet index diminue pendant le stress et il revient à sa valeur de base en 2 minutes. Donc c'est extrêmement rapide et c'est vraiment en direct. Il y a des études cas témoins qui ont comparé l'ANI avec le score d'anxiété évalué par le STAI, c'est un questionnaire de 20 questions sur l'état d'anxiété et de stress, dans une population de 29 patients soumis à un stress préopératoire comparé à un groupe témoin. Eh bien, des auteurs analysent la variation de l'index par rapport à la variation initiale, à la valeur initiale, et cette variation est corrélée au score d'anxiété. Il faut savoir que l'ANI n'est pas interprétable lorsqu'on a une arythmie, une apnée, un cycle respiratoire inférieur à 8 cycles par minute, lorsqu'il y a un stimulateur cardiaque, ou lorsqu'il y a des pathologies, des greffes cardiaques, bien sûr, des médicaments, atropines, vasopresseurs qui impactent cet équilibre sympathique-parasympathique. Pour faire retour donc à l'auriculothérapie, un travail nous a montré qu'après, c'était une étude sur des hémicolectomies, et ils avaient testé 2 points auriculaires, le point Shenman ou cosmonaute et le point P0 dont on a déjà beaucoup parlé, sur des patients en post-opératoire. Et il y avait 2 groupes, un groupe sans traitement et un groupe avec un traitement par auriculothérapie dès la sortie du bloc opératoire et en salle de soins post-interventionnels jusqu'à 6 heures de surveillance. Et ce qui était intéressant, c'est que les patients sous auriculothérapie montrait une modification du ratio low fréquence, high fréquence, basse fréquence, haute fréquence, et une majoration des high fréquences, donc des hautes fréquences, donc une augmentation du parasympathique, de la valence parasympathique sous auriculothérapie par rapport au groupe témoin. Donc en voyant ces études, on a monté, les anesthésistes, puisque je suis plus au bloc opératoire, mais on travaille un petit peu ensemble, ont monté un protocole d'auriculothérapie en prémédication et en utilisant dans un premier temps ces 2 points, le cosmonaute et le P0. Donc c'était l'étude préliminaire du travail. Donc on évaluait le VA d'anxiété de 0 à 100, l'analgésie index, un monitorage continu, et il y avait 2 groupes. Un groupe avec auriculothérapie et un groupe standard. Ce qui est intéressant sur ces premiers résultats, c'est que dans le groupe auriculothérapie, le VA d'anxiété était diminué de 57%. Il y avait une baisse de l'EVA d'anxiété en moyenne au total de 35%. Et ce qui était intéressant, c'est que le VA d'anxiété baissait et l'index d'ANI de parasympathique, l'index moyen, augmentait. Dans le groupe contrôle standard, il y avait une augmentation du stress et il n'y avait quasi pas de modification de l'ANI. Donc l'idée, en fait, c'était de reproduire ce protocole à plus grande échelle. Donc c'est ce qui a été fait, mais malheureusement avec une modification des points. C'est l'étude César en 2016, qui est une étude prospective, c'est une grosse étude, qui a été montée en monocentrique, en double aveugle, avec accord du l'accord du CCPRB et de l'ANSEM, l'objectif étant d'évaluer l'effet anxiolytique mesuré par EVA d'anxiété d'un protocole, donc d'auriculothérapie. Donc les objectifs secondaires, c'était comparer la variation de l'anxiété avec le groupe contrôle. Est-ce qu'il y a un effet placebo de l'auriculothérapie?
l'effet sur les scores d'anxiété, soit le score simple, le VA d'anxiété de 0 à 100, soit le score APAIS, qui correspond à des items un petit peu plus poussés d'évaluation de l'anxiété. On y a remis l'évaluation par Annie du tonus sympathique et puis voir s'il y avait une corrélation avec le VA d'anxiété, la tolérance de l'auriculo et l'effet sur la douleur périopératoire. Donc 80 patientes parturientes avec césarienne programmée ont été enrôlées dans l'étude sous rachianesthésie. Voilà les critères d'inclusion et d'exclusion. L'étude a duré 18 mois. Les patientes étaient suivies 3 à 4 heures et par des infirmières anesthésistes en aveugle. Donc elles ne savaient pas ce que les patients avaient eu et je vais vous montrer donc comment ont été traités les points. Il y avait un premier temps donc à T0 à l'arrivée de la patiente au bloc opératoire, puis 30 minutes à 1 heure, à T2 la césarienne et à T3 3-4 heures au retour de salle de soins post-interventionnels. Voilà le protocole. Donc elles ont utilisé des Pionix et heureusement ou malheureusement, elles ont utilisé ce qu'on appelle la triade relax, corps calleux, cosmonaute Chainman et point maître sensoriel. Et là, le point 0 avait disparu. Ce qui m'a valu de me dire, je ne vais pas faire cette présentation pour cette journée. Et finalement, elle est intéressante, vous allez voir, parce qu'en miroir, à l'inverse, elle montre aussi des choses. Donc les 3 groupes étaient randomisés. Il y avait un groupe A avec une pastille et aiguille semi-permanente Pionix. Donc elles sont positionnées, elles sont fixes. Un groupe placebo avec pastille sans aiguille. Et dans le protocole, le CCPRB a exigé un groupe contrôle de 30 patients. Et donc les points avaient été choisis sur la nomenclature de David Halimi. Alors le résultat principal, la variation de l'anxiété mesurée par l'échelle visuelle d'anxiété en pourcentage. On voit qu'entre le groupe auriculothérapie et le groupe placebo, on a une différence qui est significative. C'est-à-dire que l'effet sur le VA d'anxiété est visible dès T1 et 70 minutes après la réalisation du protocole. Le problème était ici, c'est qu'il n'y a pas de différence avec le groupe contrôle. Je vais en reparler après pour vous montrer les autres critères. Dans les critères secondaires, on avait distingué 2 groupes. Ceux avec une EVA d'anxiété inférieure à 40, donc une anxiété modérée, et les autres avec une anxiété plus importante, sévère, qualifiée de sévère, supérieure à 40. Et donc on voit que la différence entre le groupe auriculo et le groupe placebo, eh bien, il est largement significatif chez dans ces groupes-là, pour les anxiétés modérées et pas du tout pour l'anxiété sévère. Ça porte à discussion sur le type de stimulation, le type de protocole, mais on va l'aborder un peu plus tard. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une diminution significative de l'anxiété à l'incision de la césarienne. On le voit ici, ça ressort. Par rapport, le groupe auriculothérapie avait un EVA médiane qui était bien inférieur en pourcentage à celle du groupe placebo et même ici du groupe contrôle. À T1, 53% des parturientes du groupe auriculothérapie sont améliorées avec une baisse de l'EVA d'anxiété d'au moins 20%. On n'est pas très agressif, on est avec des Pionix ici. Voilà, c'est ce qui est encadré là, et ici, en comparé du groupe placebo et du groupe contrôle. Ce qui est intéressant ici, c'est le score d'APAIS, qui évalue l'échelle d'anxiété de façon plus fine qu'une simple VA d'anxiété. Et là, on voit qu'il y a une diminution significative du score d'APAIS entre le groupe auriculothérapie et là, les 2 groupes. C'est-à-dire qu'en allant plus loin dans l'évaluation d'anxiété, le groupe contrôle a une différence par rapport au groupe d'auriculothérapie. Le VA d'anxiété était corrélé au score d'APAIS. Bon, ça nous montre que les 2 échelles varient dans le même temps. Voilà. Alors, le score sur l'ANI, donc il y a d'abord sur le score de la douleur évalué par EVA sur les 3 groupes, il n'y a aucune variation, donc on ne modifie pas le score de la douleur. Et il n'y a pas de variation de l'index d'ANI, contrairement à ce qu'on a pu voir dans les études préliminaires. Mais
Là, clairement apparaît qu'on a modifié les points. Le point de la conque a disparu, donc on n'a pas stimulé cette conque qui est innervée par le disque, donc on n'a probablement pas activé cette valence parasympathique. Et le point de la fossette triangulaire, qui est à la fois une valence sympathique et parasympathique, n'a pas suffi à faire bouger l'ANI. En conclusion, la prémédication par un protocole d'auriculothérapie permet de diminuer de façon significative le niveau d'anxiété par rapport au groupe placebo. L'absence de différence avec le groupe contrôle peut être attribuée à un défaut de puissance de l'étude et par un biais méthodologique, parce qu'autant il y avait un groupe d'aveugles en aveugle par rapport au groupe auriculo, c'est-à-dire qu'il y avait soit la Pionex, soit pas d'aiguille et une pastille, mais les IAD ou le personnel savaient que le groupe contrôle était le groupe contrôle. L'effet de l'auriculothérapie était visible dès T1, dès le premier temps, après la réalisation du protocole, et peu efficace dans les cas d'anxiété sévère. Alors c'est vrai qu'en pratique, quand on manipule les ASP ou quand on manipule la cryothérapie, on s'attendrait à des effets prolongés. Maintenant, faut-il encore le prouver? C'est vrai que les aiguilles de Pionix sont fines, c'est des 0,2 mm, donc c'est vraiment très très fin et probablement trop faible pour stimuler. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on peut voir qu'avec une petite stimulation et un protocole très simple, c'est des gestes qu'on pourrait déléguer aux infirmières en salle de soins et qu'on améliore quand même de 20% les scores d'anxiété. Donc voilà, je pense que ça peut ouvrir des portes pour faire connaître les effets de l'auriculothérapie. Voilà, je rappelais, mais elle a été montrée, cette étude de Pecker en première partie de congrès, pour montrer qu'effectivement, c'est cette conque qui est innervée par le rameau auriculaire du vague, et que sur les autres parties, et souvent d'ailleurs, ces points-là sont souvent utilisés dans les études comme des points contrôle, on peut s'attendre que si on ne pique pas, si on ne stimule pas cette partie-là, on ne va pas avoir une action sur le système nerveux autonome de la même façon. Voilà, ici c'était une étude faite par Ushichenko, qui est un médecin auriculothérapeute, anesthésiste aussi, qui travaille en Allemagne, qui avait montré aussi la répartition de tous les points au niveau de l'oreille qui étaient utilisés dans les traitements, dans les études de la douleur en auriculothérapie, et qui montrait la répartition des branches d'innervation du pavillon de l'oreille en fonction des points. Donc la stimulation du point cosmonaute va réduire l'anxiété, il ralentit la fréquence cardiaque, active le tonus parasympathique, inhibe le sympathique. La stimulation vagale de la conque, on le répète, provoque une augmentation du tonus vagal. Mais en tout cas, pour essayer d'évaluer ce qu'on fait lorsqu'on bouge un système, lorsqu'on vient percuter l'homéostasie des patients sur le système nerveux autonome, il semble quand même que les analyses linéaires sont imparfaites. Et c'est pour ça qu'il semble quand même important peut-être de se tourner vers ce marqueur, cette variabilité de la fréquence cardiaque qui pourrait être un biomarqueur de l'action de l'acupuncture auriculaire. Peut-être nous aider à évaluer les points, quels sont les points, et l'intensité, le type de stimulation. C'est ce que j'avais un petit peu essayé de faire lors de mon mémoire, et c'était de voir qu'est-ce que ça provoque sur l'ANI lorsqu'on fait une cryothérapie au point zéro ou une ASP, ou un magrin, une bille, ou une simple Pionex. Et il semble quand même, alors j'ai fait quelques patients, j'ai fait une dizaine de patients, mais on voit bouger les choses. Alors est-ce que l'ANI est le bon évaluateur de la variabilité de la fréquence cardiaque? Est-ce qu'il faut plutôt aller sur des analyses, comme dans la plupart des études, a posteriori, avec un enregistrement sur 24 heures? En tout cas, il y a quelque chose à chercher de ce côté-là pour avancer dans la pratique de l'auriculothérapie. La deuxième conclusion, c'était vous montrer l'intérêt d'une triade qui gère l'anxiété, mais celle-ci qu'on appelle chez nous la détente neurovégétative, puisqu'elle associe aux 3 points de la triade le point P0, est bien plus puissante. Merci de votre attention. Je voudrais finir par deux diapos, parce que le docteur Rouxéville aurait aimé se joindre à nous pour cette journée. Nous essaierons de lui envoyer des films et des images. En tout cas, il nous a gentiment envoyé 2 diapositives que je tenais à vous passer, que nous tenions à vous passer, pour témoigner de sa participation et de son intérêt à cette journée. Et puis parce que c'est une figure quand même de l'auriculothérapie française.
Voilà le docteur Yves Rouxeville de Lorient et il nous disait à propos du vague, il nous rappelait ce que nous disait le professeur Jean Bossy, moi que j'ai eu, qui est un professeur d'anatomie de Nîmes, qui a longtemps travaillé et même enseigné en acupuncture, qui a travaillé sur tous les microsystèmes. C'est un anatomiste et il disait si l'on agit sur quelque endroit innervé par le trijumeau, on pourra avoir un effet sur les organes innervés par le trijumeau. Si l'on agit sur quelque endroit innervé par le vague, on pourra avoir un effet sur les organes innervés par le vague. Un peu de vague, mais pas trop. Après traitement par les centres supérieurs, les réponses sont transmises par les voies efférentes. C'est ce qu'on a vu ce matin. Au plan du système nerveux autonome, elles seront ortho ou parasympathiques. Les regrettés Dr Paul Nogier et Marco Romoli ont considéré que le point 0, ce point de la conque, est un point essentiel, puisqu'il est le point maître du pneumogastrique du parasympathique. Voilà, c'était le congrès du Dr Rouxeville. Le clin d'œil du Dr Rouxeville. On va s'arrêter là. Et bon congrès. Voilà, donc je vais passer la parole au docteur Emmanuel Sagui, neurologue, sur... que je te mette la bonne. Voilà. Donc là, ça fonctionne. Hop, là, ça fonctionne. Et puis là, tu avances ou tu recules. Voilà. À toi, je te passe le flambeau. Merci. Merci Béatrice. Merci Béatrice, merci Pierre de m'avoir convié à faire cette présentation sur une étude, non pas de Gaulois, même si le nom s'y prête. Peut-on être dans le mille en restant dans le vague? L'étude Oryx. Alors, je suis presque pas tout à fait un vieux neurologue, un tout jeune auriculothérapeute, et dès le début, on peut constater que la stimulation auriculaire nociceptive est associée à une activité antalgique, et ce, quels qu'en soient les endroits dans le monde, avec 2 foyers, quelques points décrits en Chine, et également beaucoup de points décrits par nos anciens, d'Hippocrate à Galien. Et puis, quand on va un peu plus loin, dès le XVIIIe siècle, on voit que M. Valsalva, connu par la célèbre manœuvre, avait écrit un traité d'auriculothérapie avant l'heure, avant que ça s'appelle auriculothérapie, et Malgagne également avait donné quelques indications sur la cautérisation de l'oreille à visée antalgique. Au XXe siècle, par contre, tout le monde est d'accord pour accorder à Paul Nogier le crédit d'être passé du point antalgique à la somatotopie. Et c'est le premier qui a créé une somatotopie sur la base très simple, c'est qu'une douleur somatique entraînait localement sur l'oreille une sorte d'hypersensibilité, on va dire une allodynie auriculaire, et c'est sur cette base-là que les premières cartographies ont été réalisées. Et puis parallèlement à ça, donc on a un courant d'auriculo, et puis on a vu ce matin qu'il y avait un courant de physiologistes, avec la stimulation vagale invasive que l'on a eue en présentation ce matin. On s'aperçoit que quand on stimule de manière invasive le vague, on a plein de choses qu'on ne comprend pas très bien, ça s'allume partout au niveau cérébral. Alors ça, ce sont des vieilles études, ce sont les premières études, non pas en IRM fonctionnel, mais avec un marqueur particulier, un peu comme un DAT-scan, et on voit que ça s'allume un peu partout, 2002. Et il y a une vingtaine d'années, la stimulation vagale invasive, cette fois-ci, avait été étudiée et autorisée dans les 2 grandes indications que sont l'épilepsie et la dépression. Je n'y reviens pas puisqu'on en a parlé ce matin. Donc finalement, on a une oreille mais 2 visions. Une vision d'auriculothérapeute, où la somatotopie est fondamentale, et une vision de physiologiste, où l'innervation est fondamentale. En clair, soit je prends une somatotopie et je m'y tiens, soit au contraire, je considère le pavillon de l'oreille comme étant une autoroute pour l'accès vagal via la conque. Alors c'est important parce qu'en 2018, vous voyez qu'on est parti il y a 20 ans de stimulation vagale invasive sur l'épilepsie et la dépression, et on a des articles qui sortent de 2018, c'est tout récent, sur l'épilepsie et la dépression pour les stimulations vagales non invasives. Et puis, c'est aussi l'autoroute, on a la céphalée, la migraine et plein d'autres pathologies qui sont en cours d'investigation en stim vagale non invasive, donc sur le pavillon de l'oreille. Alors, quelles sont les limites? Eh bien, pour la somatotopie auriculaire, la grosse limite, c'est un petit peu comme une bataille d'Astérix et Obélix, personne n'est d'accord et tout le monde se tape sur la figure, ou presque. Il y a une multiplicité des cartes et au-delà des cartes, une multiplicité des points, avec une non-correspondance des points. Alors j'espère que l'an prochain,
les différents experts seront un peu plus d'accord, mais sur la dernière réunion de Lyon, eh bien, il y avait quasiment 50-50, 50% à peu près, 39 points où tout le monde était d'accord et à peu près autant où tout le monde n'était pas d'accord. Dans la stimulation vagale non invasive, il y a également des limites, puisque on sait que l'oreille est innervée par trois branches nerveuses différentes, mais pour citer Pucker, c'est à moins la troisième fois qu'on la cite depuis aujourd'hui, eh bien, on a quelques variabilités, si ce n'est que pour accéder aux vagues, finalement, ce n'est que l'hémiconque supérieur. Et on voit bien que si on n'est pas dans l'hémiconque supérieur, on n'est pas vraiment dans le vague. Ou plutôt, on est dans le vague, mais dans un autre sens. Et également, une autre limite sur laquelle je reviendrai, c'est quand on stimule le nerf vague, on a une multiplicité de sites qui viennent s'allumer. Ça, c'est une étude très intéressante de Frangos en 2015, en IRM fonctionnel cette fois-ci, où en stimulant le nerf vague, en non invasif, donc avec un stimulateur, c'était un stimulateur électrique dans l'hémiconque supérieur, on élimine non seulement le noyau du tractus solitaire, qui est les afférences, qui sont c'est le noyau afférent principal du nerf vague, mais également le noyau du 5, le locus coeruleus, en ipsi, en contralatéral, et ensuite je ne vais pas revenir sur les structures cérébrales, mais c'est le feu d'artifice là-haut. Alors l'objectif de l'étude est simple. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on apprend toujours une somatotopie, on apprend les points difficilement, laborieusement, ou finalement on jette tout à la poubelle et puis on n'a plus qu'à mettre un stimulateur électrique dans la conque et finalement ça marchera bien pour tout. Donc en clair, il y a une somatotopie et l'approche auriculothérapeutique est validée, ou il n'y a pas de somatotopie et finalement la stimulation auriculaire est validée. Donc NEMOS d'un côté et ASP de l'autre. Quel point? C'était un grand sujet. Alors, je suis resté classique. J'ai demandé à mes anciens et j'ai pris 2 points qui sont considérés dans plusieurs cartographies. Là, vous avez Oleson à gauche et puis la cartographie Alimi à droite, comme étant des points maîtres à valence sympathique et parasympathique, comme l'a dit Richard tout à l'heure. Donc l'hypothalamus postérieur avec une tonalité plutôt sympathique et l'hypothalamus antérieur plutôt à tonalité parasympathique. Il y avait d'autres choix et on les verra tout à l'heure. Alors tout ça c'est bien beau, mais ces points, on m'a appris que c'était des points régulateurs. Donc si je les stimulais tout seul, je risquais de ne pas avoir grand-chose. Donc il fallait que je trouve un stresseur, donc quelque chose où on puisse mettre un petit peu les gens en stress, de manière assez pure. Alors, en stress, j'ai trouvé quelque chose d'assez sympathique, c'est le cas de le dire, c'est que c'est le paradigme de l'immersion dans l'eau glacée. Quand vous mettez une main dans de l'eau glacée, vous allez avoir une réaction qui va se passer localement et une réaction purement sympathique par le biais des petits sphincters précapillaires qui sont, eux, à médiation uniquement sympathique. Donc vous allez avoir une vasoconstriction qui va se faire. Et cette vasoconstriction, on peut la mesurer très simplement par la température cutanée. Donc il y a une corrélation directe entre la température que l'on mesure au bout des doigts quand ceux-ci sont placés dans l'eau glacée et l'activation, l'intensité de l'activation sympathique. Et puis au bout de certains temps, de quelques minutes, une dizaine de minutes à peu près, on a une levée de cette contraction sympathique. On a un réflexe de vasodilatation paradoxale. Imaginez-vous sur les pistes de ski, c'est un petit peu tard maintenant, mais vous perdez vos gants. Vous allez avoir très très froid. Et puis au bout de quelques minutes, pour ne pas avoir très très froid, eh bien, votre système végétatif va ouvrir un petit peu les capillaires, ce qui fait que vous allez avoir un réchauffement. Ce réchauffement, il est là. Donc vous avez le temps qui est... ça va être la flèche. Bon, en abscisse, la température en ordonnée, et vous avez une remontée de température qui va se passer et qui peut rebondir. Donc le stresseur, on l'a trouvé. Alors, le paradigme. Comment on stimule l'oreille? On va faire simple, on va prendre des ASP. Pourquoi les ASP et pas le froid et pas l'aiguille? Eh bien, avec le froid, on est limité par la durée d'exposition, c'est-à-dire que si on stimule avec le froid une oreille, on est bloqué pendant au moins 1 mois, pour des raisons cutanées, de tolérance cutanée. Quant aux aiguilles classiques, il faut avoir un bon doigté, être expérimenté, et on ne peut pas mesurer exactement la profondeur d'insertion, alors qu'avec une ASP, c'est du précalibré. Il n'y a plus qu'à planter, et même quelqu'un qui n'a pas l'expérience mettra à l'ASP toujours la même profondeur. Donc ça permet de normaliser un peu le stimulus au niveau de l'oreille.
La stimulation sympathique, c'est très simple. On le met une main dans de l'eau. Alors là, on avait dit à 7 degrés. Au début, on avait fait 5 degrés. 5 degrés, ça fait un peu froid. Et de 5 à 7, bien sûr qu'il y a une différence. Pour ceux qui sont intéressés par la bricole, le petit serpentin, ça correspond au serpentin qu'on utilise pour inhiber les levures quand on fabrique de la bière. Comme quoi, en matière de recherche, il faut savoir être bricoleur. Et ça marche très bien. Pour le froid, pas pour la bière. Pour le recueil de l'activité sympathique, donc on a deux choses. On avait un marqueur cutané, c'est la température cutanée, et on s'est également intéressé à la variabilité sinusale, que l'on a également évoquée et que Béatrice en a parlé tout à l'heure. Alors c'est très simple, c'est la variabilité sinusale, pour faire simple, c'est un marqueur beaucoup plus précis que la fréquence cardiaque. On sait que sous influence sympathique et parasympathique, la fréquence cardiaque va varier. Mais si on veut être beaucoup plus précis, on va mesurer la durée entre deux battements de cœur. C'est la flèche en rouge avec le D, en haut et à droite de la diapositive. Et quand on va sommer tout ça, on va avoir des mesures itératives dont on va mesurer la dispersion. Alors on peut le mesurer de différentes manières. Les plus simples, ce sont des analyses temporelles avec des acronymes un peu barbares. C'est tout simplement une variance. Donc plus il y a de la variance, plus la fréquence cardiaque va varier et plus ça va être parasympathique. Moins il y a de variance, plus ça va traduire une activité sympathique. Et puis on fait un peu mieux, on fait de l'analyse fréquentielle avec une transformée de Fourier ou même d'autres méthodes. Bon, j'ai pris une autre méthode, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on peut décomposer le spectre de fréquences en plusieurs grandes bandes. Les deux qui nous intéressent, ce sont les hautes fréquences et les basses fréquences. Et ça, c'était la présentation de ce matin. Les hautes fréquences, ça va être plutôt du parasympathique, et les basses fréquences, en théorie, c'est du sympathique, mais en pratique, il y a toujours un peu de parasympathique. Donc on fait un ratio. Le déroulement de l'étude est simple. 3 sessions, une première où on s'assure que la personne tolère bien l'immersion dans l'eau glacée, et 2 sessions en crossover avec randomisation où, sous immersion dans l'eau glacée, on va piquer soit le point HA, soit le point HP. Bon, voici la procédure expérimentale, hein, rien de très extraordinaire. Là, les résultats préliminaires, je dis bien préliminaires parce que malheureusement je n'ai pas tous les résultats. Alors, est-ce qu'on a bien fait de choisir le point HP sans immersion? Eh bien, on s'aperçoit que au repos et après stimulation juste du point HP pendant 5 minutes, on a, je ne sais pas si vous le voyez très bien, ça sort pas mal, une majoration des basses fréquences, une minoration des hautes fréquences, avec un ratio qui monte. Donc c'est un point sympathique, et bien en stimulant simplement le point sympathique, on a une réponse sympathique, comme si on montait un peu le tonus sympathique au niveau du cœur, et ce, sans immersion. Ça, pour moi, c'était la première surprise. Je pensais que c'était un point régulateur. Eh bien, en stimulant simplement ce point pendant 5 minutes, on a une réponse déjà au niveau cardiaque. Et alors, quand on retire l'aiguille, ça marche encore. Vous avez donc le fait de retirer l'aiguille après 5 minutes, on a une persistance de l'activité. C'est la courbe un peu plus plate, en haut à droite, que vous voyez. Et j'ai toujours pas compris. Ah si, ça marche. Ici et ici. Est-ce que le réflexe de vasodilatation marche? Oui, tout à fait. Donc quand on a fait ça sur plusieurs doigts, ça marche sur plusieurs doigts, mais pas tous en même temps. On peut avoir des deltas de plus 4,7 degrés. Donc pour vous dire que ce réflexe de vasodilatation, ce n'est pas quelque chose au dixième de degré près, c'est plusieurs degrés. Et la dernière manip qu'on a faite avant-hier, on avait plus de 6 degrés. Alors ensuite, est-ce que le réflexe de vasodilatation est relié à la variabilité sinusale? Eh bien là, pas du tout. On n'a pas de rapport entre la variabilité sinusale et le réflexe de vasodilatation. Là, il n'y a pas d'aiguille dans l'oreille. On n'a encore rien fait. Alors maintenant, si on met une aiguille dans une oreille, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe quelque chose. Le fait de stimuler HP, donc le système sympathique, on va inhiber la réponse. On a une réponse sympathique et on maintient le réflexe sympathique. Ça veut dire qu'on maintient le frein sympathique au niveau cutané, qui se traduit par, là vous avez une grande bosse, alors c'est le même sujet bien sûr, à 2 moments différents. Là on a une grande bosse, donc la température augmente dans le froid, c'est le réflexe paradoxal de vasodilatation, et là le réflexe est complètement inhibé, avec une augmentation qui est beaucoup plus modérée
que dans le premier cas. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est la faute à pas de chance, ou c'est peut-être parce que la mesure n'est pas reproductible. Eh bien, ça, on l'a fait 3 à 4 fois chez plusieurs sujets, sans rien. La mesure est hautement reproductible. Donc ce n'est pas un effet d'habituation. Alors en bonus, on parlait tout à l'heure des points de stimulation. J'avais choisi les points HA et les points HP. Mais vous pouvez ne pas être d'accord. Alors, dans d'autres cartographies, il décrit un point autonomique. C'est un point qui est par là. Ici, que l'on retrouve ici sur d'autres cartographies, qui est par là également. Donc je me suis amusé à piquer ce point-là et voir ce que ça donnait. Eh bien, ça marche un petit peu. On a une petite levée, vous voyez. Quand on pique ce point-là, eh bien, les basses fréquences... Alors, les basses fréquences vont baisser un petit peu, les hautes fréquences vont monter. Donc c'est comme si on piquait un point sympathique. Sauf qu'il y a deux choses. C'est qu'on n'est pas sur un point sympathique, parce que le parasympathique, il n'est pas là. Il est dans l'hémiconque, mais là, il n'y a pas de parasympathique en principe. Peuker n'a pas décrit de terminaison parasympathique ou vagale ici. Et puis, d'autre part, je me suis trompé. En fait, je n'ai pas piqué à l'intérieur, au niveau de la partie supérieure de la branche inférieure de la fossette triangulaire, à la jonction avec l'hélix. Ça, c'est le point autonomique, tel qu'il est décrit dans les bouquins. Mais comme je suis encore un bébé auriculothérapeute, j'ai piqué sur l'hélix, sans le savoir. Donc là, j'étais encore plus pur au niveau de l'innervation, qui est une innervation d'une branche du trijumeau, et on n'est absolument pas dans les afférences vagales. Et on a une réponse vagale. On change de point. La conque. Alors la conque, j'ai stimulé également. Alors la conque, donc je reviens sur Peuker, enfin j'y reviendrai pas plutôt. D'ailleurs, dans cette cartographie, c'est rigolo parce que la partie l'hémiconque supérieure est attribuée à un système sympathique. Why not? Et dans l'hémiconque supérieure, donc ça marche un petit peu, on a une réponse également parasympathique. Bon là, c'était attendu. On va essayer de discuter de tout ça. Alors, la grande question, c'est quel point de stimulation auriculaire? On aurait pu aussi choisir le point décrit par Paul Nogier, avec une innervation neutre. Ça aurait pu être intéressant, je ne l'ai pas fait. Ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas de corrélation stricte entre l'innervation et l'action. En clair, on a des zones qui ont été décrites par Peuker, avec des zones d'innervation d'afférence vagale, trigéminale, qui passent par le plexus cervical superficiel, mais on s'aperçoit que, au moins pour les deux points en haut, bon, l'hémiconque c'est entendu, mais pour cette branche-là, on a une réaction parasympathique. Donc tout laisse à croire que les oreilles écoutent un peu trop Rire et Chanson, c'est-à-dire que si vous êtes adepte, vous connaissez forcément Chevalier et Las Palais dans un célèbre sketch du train de Pau qui passe par Pau, mais qui ne s'arrête pas par Pau. En clair, les afférences vagales ou autres peuvent passer par le nerf vague mais ne pas s'y arrêter, et d'autres afférences non vagales peuvent s'arrêter sans forcément passer. Donc il faut avoir en tête que ce n'est pas parce que ça passe par une afférence du vague que forcément une action vagale dessus, et vice-versa. Le vague, c'est comme une autoroute, avec des afférences et des efférences, mais ça ne préjuge pas de ce qui passe dans le vague. Ce qui est important, c'est les points d'entrée et les points de sortie. Ce qui amène à l'autre point de discussion, ce sont les cibles cérébrales. Quand on stimule, donc je reviens encore sur l'étude de Frangos, il y en a une autre qui est sortie en 2018, qui vient contredire un petit peu les cibles exactes, mais globalement, le message est identique, c'est quand on cible, donc là c'est toujours sur l'hémiconque supérieur, les deux études sont des stimulations électriques sur l'hémiconque supérieur, donc quand on stimule ces zones, on stimule beaucoup plus que des zones qui sont destinées, qui sont purement dans la matrice végétative. Parce que si vous regardez bien les structures, le noyau accumbens, l'amygdale, le fornix éventuellement, le noyau thalamique antérieur, bon, c'est pas le plus important, mais tout ça, ça fait partie du système limbique. Donc, en conclusion provisoire bien sûr, une stimulation sur une zone neutre, passant par exemple par le nerf grand auriculaire ou le NAT, ça a une action sur le système nerveux autonome. La somatotopie est pour moi plus que probable.
On a une multiplicité des cibles cérébrales, et si j'avais à choisir, eh bien, le vainqueur, il est à gauche sur la à droite, pardon, sur la diapositive. Donc, la somatotopie, pour moi, doit être prise en compte dans les traitements auriculothérapeutiques. Mais ça, c'était évident, je pense, pour tout le monde. Cela dit, l'étude est loin d'être finie. Donc, si vous passez à Marseille, nous serions heureux de vous inclure dans cette étude. Merci pour votre attention.